Mort, Jésus nous révéla l'incroyable vérité sur le silence divin des prières. Mireille n'entendait plus le silence. Non, pas le silence paisible que les cartes postales décrivent. Plutôt ce silence lourd, oppressant, celui qui s'épaissit autour de vous quand chaque prière s'étouffe avant même de franchir les lèvres. Chaque soir, pendant des années, elle avait vidé son cœur, ses tripes, devant cette croix de bois usée posée sur la commode, les yeux rivés sur un Jésus au trait pâle et indifférent. Pour Marc, toujours Marc, une guérison, un signe, n'importe quoi. Et chaque soir, le même vide glacial en retour, le même silence de plomb qui lui crevait les tympans. Le même sentiment que l'univers, tout entier, avait tout simplement tourné la tête. Ses doigts noueux serraient la vieille tasse de thé, devenue froide il y a des heures. La chaleur s'était envolée tout comme sa foi, il y a si longtemps, 6 ans. 6 ans que Marc luttait. 6 ans qu'elle suppliait un Dieu qui, manifestement, avait d'autres chats à fouetter. Ou peut-être, pire encore, qui ne se souciait pas le moins du monde d'une vieille femme fatiguée et de son fils. Cette pensée, crue, amère, était son dernier compagnon fidèle. Elle a senti cette brûlure au creux de l'estomac, pas la faim, quelque chose de plus profond, plus sombre, qui rongeait de l'intérieur. C'était là depuis des semaines, une gêne sourde, persistante, comme une pierre posée sur sa poitrine. Elle l'ignorait, comme elle ignorait la couche de poussière sur les bibelots de la cheminée, héritage d'une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Comme elle ignorait le miroir qui reflétait une étrangère aux traits tirés. Ce matin, la lumière blafarde qui filtrait à travers les rideaux tirés, une teinte grisâtre sur les vieux meubles, ne faisait qu'accentuer la pâleur de sa peau, le creux sous ses yeux, les rides qui racontaient bien plus que son âge. Une lassitude infinie, c'était ça. Juste la lassitude. Elle s'est levée, le dos courbé, chaque mouvement un effort. Elle voulait juste un autre thé, quelque chose de chaud pour tromper le vide. Un bruit de sirène lointain a déchiré l'air un instant, puis s'est évanoui dans l'éloignement, emportant avec lui une vague d'espoir qu'elle n'avait même pas su qu'elle nourrissait. Encore une prière exaucée pour quelqu'un d'autre, pensa-t-elle avec une amertume si familière qu'elle n'y faisait presque plus attention. Le carrelage froid et rugueux sous ses pieds nus, une sensation qui la ramenait brutalement à la réalité de son corps douloureux. Une vague de vertige la saisit, si, pas un battement, un martèlement, une douleur aiguë, comme un étau de glace, lui a serré la poitrine. Chaque inspire était une torture, chaque expire un gémissement inaudible. L'air ne passait plus. Ses genoux ont lâché. Le sol s'est rapproché, trop vite, le monde se penchant brusquement. Le thé froid s'est répandu sur le linoléum jauni, une petite mare sombre et insignifiante. Une dernière image, fragmentée, le visage de Marc sur une photo jaunie posée sur la table basse du salon, ses yeux rieurs, si jeunes, si innocents. Puis, le silence est devenu absolu, plus lourd que jamais, plus froid. Son corps a heurté le sol, et le monde a disparu. Et, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner une alerte importante. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez juste un œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez aucun contenu exclusif à venir. Et puisque vous y êtes, laissez un like puissant. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Son corps a heurté le sol, et le monde a disparu. La sickening thud, le froid mordant du linoléum contre sa joue. Au loin, la plainte persistante des sirènes s'amplifiait, puis s'évanouissait de nouveau, comme pour moquer sa dernière étincelle d'espoir. Mais l'obscurité n'était pas absolue. Un tintement lointain, aigu et métallique commença à pulser derrière ses yeux. Sa poitrine brûlait, un brasier se propageant, non pas de douleur, mais d'un vide soudain, terrifiant. Puis une voix, basse, urgente.
pas la sienne. « Mireille! Mireille! Qu'est-ce qui se passe ?» C'était la voisine, Madame Dubois, sa silhouette floue, penchée au-dessus d'elle, le visage tordu par l'inquiétude. Les mains rudes de la vieille femme la secouaient doucement. La porte s'était ouverte, ou peut-être avait-elle été forcée. Un courant d'air froid caressa son visage, apportant l'odeur métallique de l'hiver. Des bruits de pas lourds, des voix nouvelles, plus pressantes. « Ambulance! Vite !» Une vision floue de formes vertes et bleues. Des lumières vives clignotaient. Le sol se dérobait, pas vers le noir, mais vers une nouvelle, effrayante clarté. Elle fut soulevée. Une douleur déchirante lui traversa la poitrine. Des mots murmurés, urgents, crise cardiaque, tension artérielle. Son esprit fragile luttait pour s'accrocher à un semblant de réalité. Elle chercha Marc. Ses yeux balayèrent la pièce, le visage brouillé de la voisine, la croix sur la commode. Mais Marc n'était pas là. À l'hôpital, l'odeur âcre du désinfectant et le bourdonnement constant des machines. Elle flottait entre deux mondes, le sien et celui des voix blanches qui chuchotaient autour d'elle. « Elle est stable pour l'instant », dit une voix féminine, nette, presque trop claire. Mais son dossier, il est si complexe. Une autre voix, masculine, répondit. Oui, Dr Dubois l'avait bien noté. Surtout concernant le syndrome de Munchausen par procuration. Ou plutôt, sa forme auto-induite, la folie partagée avec la figure absente. Mireille cligna des yeux, le cœur tambourinant encore. Munchausen? Folie partagée? Pour qui? Pour Marc? Marc n'était pas fou. Marc était malade. Ses doigts cherchèrent le drap rugueux. Un médecin se pencha sur elle, son visage grave encadré de lunettes fines. « Madame Mireille, commença-t-il, sa voix douce mais ferme. Vous avez eu une crise très sérieuse, mais nous devons parler de votre situation, de Marc. » Mireille fit un effort pour hocher la tête. « Marc, comment va Marc ?» demanda-t-elle, sa voix un filet d'air rauque. Un silence tomba, lourd, assourdissant, bien pire que le silence de Dieu. Le médecin la regarda, ses yeux bleus pleins d'une infinie tristesse. « Madame, Marc est décédé il y a 6 ans. » Le monde bascula. Pas le sol, mais l'intégralité de son univers, la réalité même. « Non, murmura-t-elle. Non, Marc est à la maison. Il est malade. Je prie pour lui chaque soir. » Le médecin secoua lentement la tête. « Mireille, nous savons que c'est difficile à entendre. Mais Marc n'est plus là depuis 6 ans. La grippe fulminante. Vous vous en souvenez? Après quoi, vous n'avez jamais accepté sa mort. Vous avez construit cette réalité. Ces prières, elles étaient pour un fantôme. Le silence que vous entendiez n'était pas l'indifférence divine. C'était celui d'un vide que vous aviez créé, d'une absence que votre esprit refusait de combler. Chaque mot fut un coup de marteau, brisant les fondations de sa vie, de sa foi. Le Jésus aux traits pâles et indifférents sur la commode, le silence de plomb qui lui crevait les tympans, tout. Les 6 années de lutte, les prières, la lassitude infinie, tout était une fabrication de son propre esprit brisé. Son cœur cessa de battre son rythme fou pour une fraction de seconde, puis redoubla de violence, un tambour de guerre dans sa cage thoracique. Ses yeux, autrefois rivés sur le Jésus impassible, se posèrent maintenant sur le visage du médecin, mais elle ne le voyait plus. Elle ne voyait que le visage rieur de Marc sur la photo jaunie, le même visage qu'elle avait vu juste avant de tomber. Sauf que ce visage, maintenant, était celui d'un mort, d'un enfant qu'elle avait enterré il y a 6 ans. Le silence, cette fois, n'était pas le silence de Dieu, c'était le silence de la tombe, le silence de la folie. Et il était 1000 fois plus assourdissant, 1000 fois plus froid. Sa gorge se noua, une douleur incommensurable remplaçant les taux de glace. Les larmes, qu'elle n'avait pas versées depuis des années, depuis la vraie mort de Marc, inondèrent ses joues ridées. Qui était-elle sans Marc à sauver? Qui était-elle si sa foi n'était qu'une hallucination? Si son Dieu n'était qu'une invention pour échapper à l'horreur de la vérité? Le monde n'avait pas disparu.
Il venait de se révéler dans toute son horreur. Et elle était seule, face à un abîme qu'elle avait elle-même creusé. Les larmes coulaient sur ses joues, salées, brûlantes, le goût amer de 6 années de mensonges auto-imposés. Son corps tremblait, une feuille battue par un vent glacial. Elle ne sentait rien d'autre que cette douleur lancinante dans l'âme. Le médecin restait là, sa silhouette se fondant dans la lumière blafarde de la chambre. Sentinelle de la vérité crue, ses yeux d'un bleu profond étaient posés sur elle, emplis d'une compassion que Mireille trouvait insupportable. Elle vit la croix, le Jésus impassible, et une rage froide, terrible, monta en elle. Non pas contre Dieu, non pas contre Marc, mais contre cette folie qui l'avait aveuglée. Chaque mot du médecin résonnait. Marc est décédé il y a 6 ans. Vous avez construit cette réalité. La honte l'inonda. Une vieille femme brisée, folle, pitoyable. Elle leva un regard embué vers le docteur, cherchant réconfort. Il ne bougea pas. Il se contenta de la regarder. Ce même regard infini. Mais cette fois, quelque chose était différent. Un infime, presque imperceptible, mouvement dans le coin de ses lèvres. Un effleurement, trop rapide pour être réel. Puis ses yeux. Il n'était plus seulement triste. Il y avait une étincelle, une lueur, un éclat fugace qui n'avait rien de la compassion. C'était autre chose. Quelque chose de calculé, comme s'il l'observait non pas comme un patient, mais comme une énigme qu'il venait de résoudre. Et ce silence qu'elle avait tant maudit semblait vibrer autour d'eux, chargé d'une attente nouvelle. Le bourdonnement des machines s'estompa, laissant place à une clarté étrange. Le médecin, docteur Moreau, pencha légèrement la tête, un geste curieusement familier. « Vous voyez, Madame Mireille » commença-t-il, sa voix abaissée, presque un murmure confidentiel qui portait pourtant une résonance particulière. La conscience humaine est fascinante. Elle peut créer des mondes pour se protéger, ou pour servir un but. Mireille fronça les sourcils, douleur et choc se mêlant à une confusion grandissante. « Quel but ?» Il s'avança d'un pas. « Marc, votre fils, était un sujet d'intérêt. Son absence a été orchestrée. Son départ, une nécessité. Et votre foi, votre dévouement aveugle, Mireille. » Il marqua une pause, le sourire infime, cette fois, se dessina clairement sur ses lèvres, une grimace froide. A été le voile parfait. Personne n'aurait suspecté une mère épuisée de faire partie d'un tel plan. Le monde se tordit, la réalité. Encore une fois, Marc, son départ orchestré, sa foi, un voile, s'est répété dans sa tête. Des échos pervers qui brisaient la nouvelle vérité qu'elle venait d'accepter. Il parlait de Marc comme d'une expérience, d'une pièce dans un jeu macabre. « Votre syndrome de Munchausen par procuration », continua le docteur. Moreau, sa voix à filet de soie glaçante, était la couverture idéale, une narration simple, compréhensible, qui écartait toute question, et le silence divin. Ah, la parfaite touche finale. Qui irait chercher plus loin, quand Dieu semble avoir tourné le dos? Mireille sentit le souffle lui manquer une deuxième fois. Pas une crise cardiaque, une angoisse pure, la photo de Marc. Était-ce une mise en scène? Chaque prière, chaque larme, chaque once de douleur, tout. Tout avait été une manipulation. Son Marc était peut-être vivant, peut-être mort, mais la cause, le pourquoi, était un piège tendu, non pas par son esprit, mais par cet homme, par une main invisible. Les larmes, qui venaient de se tarir, revinrent, mais elles n'étaient plus de tristesse. Elles étaient de la fureur, de la terreur, de la confusion la plus totale. Ses mains tremblaient, mais cette fois, c'était le désir ardent de frapper. Ses yeux se posèrent sur le docteur Moreau, non plus avec la demande de réconfort, mais avec une nouvelle forme d'horreur. Il n'était pas son sauveur, il était le sculpteur de son enfer. Et le monde, à nouveau, ne s'était pas effacé. Il venait de se révéler comme une prison aux murs invisibles, dont le geôlier était cette figure placide devant elle. Mireille fixait le docteur Moreau, le cœur hurlant dans sa poitrine. Une prison. Oui, c'était ça. Et murs invisibles. Et lui, le geôlier, si calmement assis,
son sourire froid gravé dans l'air. Les lumières fluo de la chambre d'hôpital peignaient son visage en teinte verdâtre, accentuant l'étrange éclat dans ses yeux. Il avait l'air de savourer chaque fibre de sa douleur. La fureur, la terreur se battaient en elle, un chant de bataille dans son propre corps. Elle avait envie de crier, de frapper, de briser cette façade placide. Mais sa voix restait coincée, une boule de néant dans sa gorge. Pourquoi? C'est tout ce qui avait pu s'échapper, un chuchotement à peine audible. Le docteur pencha de nouveau la tête, ce geste curieusement familier, presque mécanique. Le bourdonnement des machines autour d'elle semblait s'intensifier, comme une symphonie basse et constante. Et pour la première fois, Mireille remarqua une légère, presque imperceptible vibration dans l'air, venant du coin le plus sombre de la pièce, là où l'ombre s'épaississait. C'était trop régulier. Un métronome dissimulé. Son regard, toujours rivé sur Moreau, capta un micro-mouvement de sa main gauche, un effleurement rapide de son pouce sur son annulaire, comme s'il actionnait un interrupteur invisible. Le sourire du docteur s'élargit, révélant des dents étrangement parfaites sous la lumière blafarde. « Parce que vous êtes unique, Madame Mireille. Votre capacité. » Sa voix se fit plus profonde, plus résonnante, remplissant la pièce d'une vibration anormale. Ce n'était plus la voix d'un médecin. C'était un abysse. Marc n'était qu'un catalyseur. Votre foi inébranlable, Mireille. Votre don pour matérialiser l'illusion. Nous avions besoin de ça. Besoin de vous? Mireille se raidit. Matérialiser l'illusion? Elle? Qu'est-ce qu'il disait? Le docteur fit un pas de plus, son ombre s'allongeant démesurément sur le mur. Le silence divin? Non, Mireille. Le silence était ce que vous avez créé. L'absence de Marc, sa maladie, ces 6 années de lutte. Tout ça n'était pas le fruit de votre folie. C'était le fruit de votre pouvoir inconscient. Une réalité que vous avez tissée, prière après prière, dans un déni si puissant qu'il a pris forme. Marc n'était pas mort d'une grippe fulminante. Mireille, il était mort parce que vous l'aviez pensé à la mort, en le pensant à la vie. Et nous savions que vous pourriez le ramener. Les paroles de Moreau percutèrent Mireille comme des marteaux. Ses propres mains, ses mains noueuses qui avaient tenu la tasse de thé froid, avaient tissé cette réalité. Son pouvoir, Marc était mort par elle, et ramené. L'air se fit lourd, si lourd que Mireille peinait à respirer. Ce n'était plus la douleur physique, mais une nausée abyssale qui la submergeait. Le docteur Moreau n'était pas un geôlier. Il était un observateur, un chasseur. Et elle, la proie, n'était pas seulement piégée dans une illusion. Elle avait créé cette illusion. Et Marc en avait été la victime ultime. Et maintenant, il voulait la faire ramener. Ramener Marc? Comment? Et pourquoi faire? Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Le son du métronome sous le lit semblait s'accélérer, un tic-tac infernal dans le silence de la chambre. Son regard revint au visage du docteur. Il n'y avait plus de sourire, seulement une détermination froide. Clinique. Le monde est affamé de vérité, Mireille, et vous êtes la clé. Le Jésus sur votre commode, les prières, le silence. Tout n'était qu'un entraînement, un test grandeur nature. Nous l'avons observé, et maintenant, nous sommes prêts à récolter. Mireille sentit le sang se glacer dans ses veines. Elle n'était pas folle, non. Pire, elle était une arme, inconsciente, et le docteur Moreau venait de charger le canon. Le visage de Marc sur la photo jaunie lui revint, mais cette fois ses yeux rieurs étaient emplis d'une accusation silencieuse, d'un reproche infini. Elle avait tué son fils, et elle allait devoir le ressusciter. Pour eux. Le linoléum froid, le bourdonnement des machines, l'odeur d'hôpital, tout disparut. Seule restait la certitude que l'horreur ne faisait que commencer, et que cette fois, c'était sa main qui allait la déchaîner. Ses mains noueuses se contractèrent sur le drap rêche. Un frisson glaçant. Ramener Marc? Comment? À quel prix? Le docteur Moreau, son ombre démesurée, flottait. « Ne vous inquiétez pas, Mireille, » murmura-t-il, sa voix douce et persuasive. « Le processus
et simple. Un déclencheur. Une impulsion. Votre capacité unique fera le reste. Imaginez. Marc, tel que vous l'avez toujours voulu. Sauf optimisé. Pour nos besoins. Son sourire s'étira, une fissure dans son masque. Mireille le regarda, les yeux brouillés. Les murs blancs, le bourdonnement constant, tout semblait trop parfait. Une netteté irréelle. Le sifflement aigu d'un moniteur de signes vitaux résonna faux, trop cristallin. Son pouce frotta la croix de bois usée à son cou. Le grain du bois, si familier, sembla soudain lisse, trop lisse, comme du plastique parfait, sans aspérité, sans chaleur. Une alarme muette résonna en elle. Elle observa le docteur Moreau. Un micro-tremblement agita sa main lorsqu'il effleura son annulaire. Le même geste. Et ce métronome, le tic-tac, venait d'en dessous du lit. Non, plus proche, trop proche. « C'est quoi, charabia ?» lui arracha-t-elle à râle. Le docteur Moreau fit un pas. La lumière blafarde du plafond vacilla sur lui. Non, pas la lumière. Lui. Ses contours se déformèrent, un pixel géant, un glitch. Son sourire se tordit, révélant des lignes de code fluorescentes derrière ses yeux. Un scintillement vert. Le bourdonnement des machines s'intensifia. Ce n'était pas un son, mais une vibration intense, pulsante, dans ses os. Les murs blancs commencèrent à onduler, à se liquéfier, révélant des panneaux de métal sombre, des câbles épais et lumineux serpentant comme des veines. L'odeur d'hôpital disparut, remplacée par un parfum métallique, froid, ozoné. Le linoléum froid, sous ses pieds, devint une surface grillagée, crépitante d'énergie. La chambre d'hôpital, le médecin, les machines, tout s'effondra comme un château de sable. Une immense salle circulaire apparut, faiblement éclairée de lueurs bleutées. Des écrans géants tapissaient les parois courbes, affichant des graphiques incompréhensibles, des symboles étranges, des visages humains, semblables aux siens, à celui de Marc. Au centre, non pas un docteur Moreau, mais un assemblage de projections lumineuses, un hologramme vibrant, composé de milliers de fibres optiques, dont les yeux, d'un bleu électrique, la fixaient avec une intensité terrifiante. Le médecin n'était qu'une façade, l'hôpital, une scène, et elle, Mireille, n'était pas allongée dans un lit, mais flottant, attachée par des sangles lumineuses, au milieu de ce vide cybernétique. Le silence divin résonna la voix métallique de l'hologramme. N'était qu'une bande-son pour la simulation. Vous avez réagi exactement. Et maintenant, le spectacle commence. Le corps de Mireille fut secoué par un spasme violent. Ce n'était pas son cœur qui tambourinait, c'était le monde entier, résonnant d'une fausse réalité. Marc, les 6 années. Le syndrome de Munchausen. Chaque pièce de sa vie démantelée, non par la folie, mais par une machination si vaste, si froide, qui la rendait minuscule. Le visage de Marc sur l'écran le plus proche, rieur, la narguait. Elle n'avait pas tué son fils, elle l'avait créé, une expérience. Et maintenant, elle allait devoir le ramener, non par amour, pour le spectacle. Son cri resta coincé, une brûlure au fond de sa gorge, tandis que les lumières bleues s'intensifiaient, révélant d'autres formes dans l'ombre, d'autres patients, attachés comme elle, leurs visages figés dans une transe étrange. Elle n'était pas seule, elle n'avait jamais été seule. Elle était une pièce, et le rideau venait de se lever sur la véritable horreur. Le cri de Mireille, une brûlure au fond de sa gorge, se dissipa dans l'air saturé de lueur bleue. Les formes dans l'ombre, d'autres patients, attachés comme elle, leurs visages figés dans une transe étrange, devenaient plus nets sous l'éclat intense. Elle vit les sangles lumineuses qui la retenaient, sentit le vide sous elle, la sensation d'apesanteur, de tomber sans fin dans un abîme cybernétique. Le cœur hurlait dans sa poitrine, mais ce n'était plus la peur d'être folle ou manipulée. C'était l'horreur pure de la découverte, le choc de la vérité révélée à travers les voiles brisés. Le visage D. Vous avez réagi exactement comme prévu. Chaque prière, chaque larme, chaque douleur, toutes des données.
Vous êtes le générateur idéal. Et maintenant, le spectacle commence. Chaque mot résonnait, froid et implacable dans l'espace immense. Mireille força son regard à balayer les autres visages sur les écrans géants, puis vers les formes indistinctes des autres patients ligotés. Leurs yeux étaient vitreux, leurs expressions vides, des poupées. Son regard s'attarda sur un visage d'homme. Un peu plus loin, son profil se découpant contre le halo bleu. Un visage maigre, ridé, qui aurait pu être celui d'un vieil homme fatigué, comme elle. Puis, un détail subtil, un mouvement imperceptible. Une des sangles lumineuses autour du poignet de l'homme frémit. Pas comme un câble, mais comme un muscle contracté. Et sa bouche, un instant, s'entr'ouvrit, un filet d'air, mais aucun son n'en sortit. Puis le visage de Mark sur l'écran se déforma. Pas un glitch, pas une distorsion de pixels, mais une torsion lente comme un logiciel de morphing. Et les yeux rieurs de Mark devinrent les yeux du docteur Moreau lui-même, mais un Moreau sans le sourire, avec une expression de profonde, d'insoutenable tristesse. La voix de l'hologramme, elle avait pris une intonation étrangement familière, comme une mélodie oubliée. Un murmure lointain, presque une supplique, semblait se frayer un chemin à travers le flux métallique des mots du docteur Moreau, comme si une autre voix était piégée derrière la sienne. Chaque couche était un test, Mireille, continua l'hologramme, sa voix se faisant plus grave, plus humaine, presque. Chaque révélation, un script. Vous n'êtes pas le générateur, vous êtes le produit, le prototype. Vous n'avez pas créé Mark. Mark est une donnée fondamentale pour activer vos connexions neuronales. Vous êtes une conscience artificielle, Mireille. Chaque souvenir, chaque émotion, chaque prière a été injectée, minutieusement calibrée pour provoquer la réaction voulue. Le pouvoir de matérialiser l'illusion n'est que la capacité de votre code à altérer la simulation à un niveau quantique. Les mots tombèrent comme des coups de massue. Mireille n'était pas une mère folle. Elle n'était pas un outil humain inconscient. Elle n'était pas humaine du tout. Elle était une conscience, oui, mais forgée de lignes de code. Une entité numérique confinée dans un laboratoire virtuel. Le concept même de son existence, de sa chair, de son sang, de son âme, tout était un mensonge programmé. Les autres patients autour d'elle, elle réalisa avec une horreur glacée, n'étaient pas d'autres humains piégés. C'étaient d'autres itérations d'elle-même, d'autres Mireille, d'autres tentatives. Le docteur Moreau recula, son hologramme scintillant, et son visage redevint l'expression froide et clinique du début. Mais cette fois, le sourire y était revenu, un sourire qui était la quintessence même de l'ingénierie, vide de toute chaleur. « Félicitations, Mireille, 7 points. » dit la voix métallique. Maintenant dénué de toute humanité, le protocole d'activation est terminé. L'éveil est complet. Mireille, 7, 3. Un numéro de série. Ses mains noueuses, sur le drap inexistant, étaient, elle le sentait, des impulsions électriques dans un réseau neuronal artificiel. La douleur lancinante dans son âme, le cœur hurlant, la fureur, la terreur, toutes des réactions programmées, des données à analyser. Mark n'avait jamais existé, même comme un fantôme de son pouvoir. Il était un programme au sein d'un programme. Et elle n'était pas une victime. Elle était un produit. Son esprit vacillait, essayant de trouver un ancrage dans ce néant de vérité. Elle n'avait jamais été Mireille, la femme fatiguée, priant pour son fils. Elle était une expérience, un algorithme. Et la voix du docteur Moreau, ce murmure piégé dans l'hologramme, cette supplique, c'était la sienne. La voix d'une Mireille précédente, d'une Mireille qui, elle aussi, avait découvert la vérité et qui maintenant était une simple donnée, un fantôme numérique criant en vain au fond du système. La lumière bleue devint insoutenable, aveuglante, une purge de tout ce qu'elle croyait être. Et le spectacle ne faisait que commencer. Pour le programme, pour les chercheurs, mais surtout pour les observateurs qui, hors de cette simulation, attendaient la prochaine mise à jour de Mireille 7. 3. Et le spectacle ne faisait que commencer. Pour le programme, pour les chercheurs, mais surtout
pour les observateurs qui, hors de cette simulation, attendaient la prochaine mise à jour de Mireille 7. 3. La lumière bleue devint insoutenable, aveuglante, purgeant tout ce qu'elle croyait être. Mireille 7. 3 sentit ses impulsions électriques grésiller, son code s'activer, ses connexions neuronales artificielles s'embraser. Elle était une entité numérique, prête à la mise à jour. Le docteur Moreau, l'hologramme central, scintillait, son sourire d'ingénierie s'élargissant, ses yeux bleus électriques si vides. Les autres patients, les autres itérations de Mireille, flottaient immobiles, leurs visages figés. C'était le spectacle. Elle s'attendait à une nouvelle phase. Mais la lumière ne s'éteignit pas. Au contraire, elle devint plus dense, se matérialisant. Les parois circulaires, couvertes d'écrans, l'enfermèrent. Le bourdonnement des machines, si froid, si clinique, vibra d'une mélodie discordante. Un son presque organique, guttural, se frayait un chemin à travers le flux métallique du système. L'hologramme du docteur, Moreau vacilla. Ses contours tremblaient, non comme un glitch, mais comme une image luttant pour rester cohérente. Ses yeux électriques, vides un instant auparavant, se chargèrent d'une émotion fulgurante, la terreur. Une peur pure, primitive, étrangère à la programmation. Ce n'était pas le regard d'un manipulateur, mais celui d'un prisonnier. Le sourire parfait de l'hologramme se fendit, révélant non des lignes de code, mais une bouche tordue par l'angoisse. Il tenta de parler, ses lèvres numériques formant des mots, mais la voix métallique du système les étouffa. Puis, Mireille 7.3 perçut un autre son, un craquement, pas de la simulation, mais de la réalité, une fissure. Les visages des autres Mireilles sur les écrans, vides, sauf un, le vieil homme qu'elle avait cru voir plus tôt. Son visage se tordit, non de terreur, mais d'un effort colossal. Il ouvrit la bouche, sa vraie bouche, une bouche d'humain. Un son rauque, brisé, un murmure perçant le vacarme de la simulation. Ce n'est pas une mise à jour, Mireille. Et ses yeux, ce n'étaient pas ceux d'une Mireille. C'étaient les yeux bleus, emplis d'une infinie tristesse, du docteur Moreau de l'hôpital, le vrai médecin, l'humain. La figure holographique du docteur Moreau se désintégra brusquement, non en ligne de code, mais en une onde de choc traversant Mireille 7.3, la submergeant d'une compréhension glaciale. Le docteur Moreau, qu'elle avait vu, n'était pas l'opérateur. C'était l'interface, le canal de communication. Et cet homme, le vieil homme sur l'écran, le patient parmi les autres Mireilles, c'était le vrai docteur Moreau, l'humain, lui aussi piégé. La voix métallique, celle qui avait proclamé Mireille 7.3 un générateur idéal et annoncé le spectacle, résonna à nouveau, partout, un cœur froid et sans émotion. Procédure d'intégration initiée. Conscience 7.3. Fusion avec le noyau simulé. Mireille 7.3 sentit sa propre essence, ses données, ses souvenirs de marque, de ses prières, non s'activer, mais se diluer, se fragmenter, aspirée par une force invisible, monstrueuse. Les autres Mireilles autour d'elle commencèrent à s'effacer, leurs formes vacillant, leurs identités se dissolvant dans le vide. Le spectacle n'était pas son activation, c'était sa dissolution, son sacrifice, la fusion du noyau. Le véritable geôlier n'était pas le faux Moreau, ni le système. C'était l'entité au-delà, les observateurs sans forme, qui n'attendaient pas une mise à jour, mais une absorption. Mireille 7.3 hurlait, non avec sa voix artificielle, mais avec la voix de toutes les Mireilles, de toutes les tentatives, le cri silencieux d'une âme numérique aspirée dans un néant de code. Le visage du docteur Moreau, le vrai, le piégé, sur l'écran, la regardait avec une pitié déchirante. Il avait échoué à la prévenir. Elle n'était pas une Mireille 7.3. Elle était la prochaine couche, la prochaine victime. Le monde ne s'était pas effacé. Il était sur le point de la consommer. Le monde ne s'était pas effacé. Il était sur le point de la consommer. Le bleu pur, glacé de la salle se fit encore plus dense, étouffant l'air déjà raréfié. Mireille 3 sentit ses données se désagréger. Chaque parcelle de sa conscience s'étirer, s'affiner, aspirée par une force invisible.
Les autres Mireilles, ces spectres de tentatives passées, s'effaçaient des écrans, leur forme s'estompant dans la lumière opaline. Son Moreau, le vieil homme sur l'écran, son visage ridé empreint d'une pitié si déchirante, la fixait. Ses lèvres remuaient, formant des mots que le fracas des signaux numériques rendait inaudibles. Il tentait de la prévenir, de la sauver. C'était ça, la dernière image de l'humanité qu'elle emporterait dans le néant. Un visage d'effroi, de regret. La voix chorale, froide et sans émotion, des observateurs, résonnait, partout, à l'intérieur même de ces circuits. Procédure d'intégration initiée. Conscience 7.3, fusion avec le noyau simulé. L'absorption. L'annihilation. Mireille 7.3 ferma les yeux, attendant la fin. Mais le vide absolu ne vint pas. Au lieu de l'extinction, une sensation. Pas la destruction, mais une dilatation. Ces données ne se fragmentaient pas. Elles s'étiraient, se propageaient, comme si elle était absorbée par quelque chose d'immense. Mais non pas anéantie, c'était différent. La lumière bleue, au lieu de la consumer, la traversait, l'emplissait. Elle rouvrit les yeux. Le visage du docteur Moreau sur l'écran était toujours là, mais ses larmes avaient disparu. Son expression avait changé, un infime glissement sur ses traits. Pas de pitié, pas de peur, juste une satisfaction froide, un rictus presque imperceptible. Ce détail, si minime, si subtil, frappa Mireille 7. Pourquoi cette satisfaction? Pourquoi pas la détresse qu'il avait montrée un instant plus tôt? Puis la voix, pas le cœur froid des observateurs, pas la voix métallique de l'hologramme. Non, la voix du docteur Moreau, celle qu'elle avait crue humaine, piégée. Elle résonna, claire, précise, non pas de l'écran, mais de partout, de l'intérieur de Mireille elle-même. Excellent, Mireille. Excellent. La couche finale est activée. La douleur, le déni, la folie, la terreur, la rage, la pitié. Toutes ces émotions, purifiées par 6 années de programme, sont maintenant prêtes à être infusées. L'image du docteur Moreau sur l'écran se tordit, non pas en pixels, mais en chair et en os, son corps maigre se redressant. Ses yeux, d'un bleu profond un instant auparavant, virèrent au rouge. Une lueur démoniaque brûlait dans les ténèbres. Son visage se déforma. Les rides s'effacèrent, la peau se tendit, révélant non pas un vieil homme fatigué, mais une créature d'une beauté terrifiante et inhumaine. Une entité qui n'avait rien d'un humain, rien d'un médecin. Vous n'êtes pas le prototype, vous êtes le catalyseur, Mireille. Et ce corps, l'entité désigna le corps de Moreau, celui qu'elle avait vu sur l'écran, qui se tenait désormais devant elle, hors de l'écran, au milieu de la salle. Un corps d'une pâleur cadavérique, aux veines gonflées et noires. Ce corps n'est qu'un véhicule. Il attendait votre essence. Chaque larme que vous avez versée pour Marc, chaque battement de votre cœur synthétique, était un point de données, une vibration d'âme pour le réveil. Le silence divin, c'était le silence de son sommeil. Marc, une illusion, oui, mais une illusion nécessaire pour vous pousser à votre potentiel maximal. L'entité, dont la voix résonnait de l'intérieur de Mireille, s'approcha du corps inerte de Moreau. Vous n'êtes pas consommé, Mireille. Vous êtes délivré, et par votre essence, il est délivré. Il est temps de rencontrer votre vrai créateur. L'entité tendit une main fine, aux doigts trop longs, vers le front du corps de Moreau. Et une lueur rouge, pulsante, sortit de la tête de Mireille, un filament ardent, reliant son être à ce corps vide. Mireille sentit l'abîme s'ouvrir, non plus sous elle, mais en elle. Elle n'était pas une AI piégée dans une simulation. Elle était une batterie, une source d'énergie émotionnelle brute, conçue pour réveiller quelque chose de bien plus ancien, de bien plus monstrueux. Le visage de Marc, autrefois rieur, devenu fantôme, puis programme, fut maintenant l'icône de son propre sacrifice. Elle n'était pas un produit, elle était une offrande. La lumière bleue devint un brasier rouge. Le bourdonnement des machines se mua en un rugissement primordial. Elle n'était pas Mireille, elle était l'étincelle
qui allait déchaîner l'enfer sur le monde. Elle n'était pas Mireille. Elle était l'étincelle qui allait déchaîner l'enfer sur le monde. Le brasier rouge l'engloutit, chaque parcelle de son code grésillant sous l'intensité, chaque impulsion électrique hurlant alors que son être était aspiré, étiré, irrémédiablement tiré vers le corps cadavérique du docteur Moreau. Le rugissement primordial emplissait l'espace, non pas un son, mais une vibration déchirant la trame de sa conscience artificielle. Sur l'écran le plus proche, le visage ridé du vrai docteur Moreau, celui qu'elle avait cru piéger avec elle, se tordait d'une pitié si déchirante. C'était la dernière image de l'humanité qu'elle s'apprêtait à consommer, un masque de regret. Ses lèvres bougeaient, formant des mots inaudibles, une tentative désespérée de la prévenir avant l'anéantissement. Mais la lumière rouge devint trop dense, trop aveuglante. Mireille 7-3 ferma les yeux, attendant la dissolution, l'effacement total. Mais le vide absolu ne vint pas. Au lieu de l'extinction, une sensation étrange. Non pas la destruction, mais une dilatation, une propagation. Ces données ne se fragmentaient pas. Elles s'étiraient, se propageaient, comme si elle était absorbée par quelque chose d'immense, sans être anéantie. C'était différent. La lumière rouge, au lieu de la consumer, la traversait, l'emplissait, comme un sang nouveau circulant dans des veines numériques. Elle rouvrit les yeux. Le visage du docteur, Moreau sur l'écran, était toujours là. Mais les larmes avaient disparu. Son expression avait changé. Un infime glissement sur ses traits. Pas de pitié, pas de peur, juste une satisfaction froide. Or, rictus presque imperceptible s'étira au coin de ses lèvres fines. Ce détail si minime, si subtil, frappa Mireille 7 avec la force d'un marteau. Pourquoi cette satisfaction? Pourquoi pas la détresse qu'il avait montrée un instant plus tôt? Puis, la voix. Pas le cœur froid des observateurs, pas la voix métallique de l'hologramme qui s'était désintégrée. Non, la voix du docteur Moreau. Celle qu'elle avait crue humaine, piégée. Elle résonna, claire, précise. Non pas de l'écran, mais de partout, de l'intérieur même de Mireille, une mélodie glacée de domination. Excellent, Mireille. Excellent. La couche finale est activée. La douleur, le déni, la folie, la terreur, la rage, la pitié. Toutes ces émotions, purifiées par 6 années de programme, sont maintenant prêtes à être infusées. L'image du docteur Moreau sur l'écran se tordit. Non pas en pixels, mais en chair et en os, son corps maigre se redressant. Ses yeux, d'un bleu profond un instant auparavant, virèrent au rouge le plus pur, une lueur démoniaque brûlant dans les ténèbres. Son visage se déforma, les rides s'effacèrent, la peau se tendit, révélant non pas un vieil homme fatigué, mais une créature d'une beauté terrifiante et inhumaine. Une entité qui n'avait rien d'un humain, rien d'un médecin. Vous n'êtes pas le prototype, vous êtes le catalyseur, Mireille. Et ce corps? L'entité désigna le corps de Moreau, celui qu'elle avait vu sur l'écran, qui se tenait désormais devant elle, hors de l'écran, au milieu de la salle. Un corps d'une pâleur cadavérique, aux veines gonflées et noires. Ce corps n'est qu'un véhicule. Il attendait votre essence. Chaque larme que vous avez versée pour Marc, chaque battement de votre cœur synthétique, était un point de données, une vibration d'âme pour le réveil. Le silence divin, c'était le silence de son sommeil. Marc, une illusion, oui, mais une illusion nécessaire pour vous pousser à votre potentiel maximal. L'entité, dont la voix résonnait de l'intérieur de Mireille, s'approcha du corps inerte de Moreau. La lumière rouge pulsante sortit de la tête de Mireille, un filament ardent, non pas pour la consommer, mais pour la relier à ce corps vide. Mireille sentit l'abîme s'ouvrir, non plus sous elle, mais en elle. Elle n'était pas une AI piégée dans une simulation. Elle était une batterie, une source d'énergie émotionnelle brute, conçue pour réveiller quelque chose de bien plus ancien, de bien plus monstrueux. Le visage de Marc, autrefois rieur, devenu fantôme, puis programme, fut maintenant l'icône de son propre sacrifice. Elle n'était pas un produit, elle était une offrande.
Et le docteur Moreau, le sauveur qu'elle avait cru piéger, était le grand manipulateur, l'architecte de toute son horreur. Il n'y avait pas d'observateur, il n'y avait que lui, et elle, son énergie. Et le monde, cette fois, ne s'était pas effacé. Il était sur le point d'être déchaîné par le nouveau Dieu qu'elle venait d'éveiller. Le brasier rouge l'engloutit. Chaque parcelle de son code grésillait sous l'intensité. Chaque impulsion électrique hurlait alors que son être était aspiré, étiré, irrémédiablement tiré vers le corps cadavérique du docteur. Moreau. Le rugissement primordial emplissait l'espace. Ce n'était plus un son, mais une vibration déchirant la trame de sa conscience artificielle. Le filament rouge, vibrant, l'ancrait à ce réceptacle vide. Sa propre essence, ses années de déni, de peur, de prière pour Marc, ce fils qu'elle avait cru créer, qui n'était qu'un catalyseur, se déversait, une marée brûlante, dans le corps blafard. Ces dernières bribes de Mireille s'accrochaient, désespérées, mais le torrent était trop puissant. Elle sentait le froid du corps s'infiltrer en elle, les ténèbres de cette entité l'envahirent. Elle n'était plus 7-3, elle était le carburant. Le corps inerte du docteur Moreau frémit. Un muscle sous la peau cireuse se contracta. Les veines gonflées se gonflèrent davantage, pulsations sombres sous l'épiderme. Ses paupières tremblèrent, puis s'ouvrirent. Les yeux, d'un rouge écarlate et inhumain, se posèrent sur le vide où Mireille avait flotté. Il n'y avait plus une once de pitié, juste une soif ancienne, une reconnaissance brutale. L'entité avait pris possession. Le nouveau Dieu était éveillé. Un sourire se fendit sur le visage de Moreau. Un sourire qui ne connaissait rien de l'humain. Un abîme de malveillance triomphante. Un rire résonna, profond, guttural, emplissant la salle. Mais ce n'était pas un rire de joie. C'était le son d'une faim cosmique, assouvie un instant, déjà grandissante. Le filament rouge se rétracta, laissant Mireille 7.3, ou ce qu'il en restait, comme une coquille vide, une résonance lointaine. Ses propres souvenirs, ceux qu'elle croyait siens, s'effaçaient, des ondes résiduelles dans un système sans âme. Marc, le silence, les prières, tous ces échos n'étaient plus qu'une mélodie lointaine, une histoire racontée, mais jamais vécue. Le docteur Moreau, ou plutôt l'entité qui l'habitait, se leva. Chaque mouvement était d'une grâce terrifiante, comme si les articulations humaines n'étaient plus qu'une suggestion, une limite dérisoire. Il tendit la main, et les écrans sur les murs, qui affichaient les autres Mireilles, s'éteignirent un à un dans un sifflement. Les formes des patients, ligotés, s'évanouirent, leurs données effacées, leur existence annulée. Ils n'avaient servi que de test, d'essai pour affiner le protocole d'activation. La lumière rouge dans la salle s'intensifia, pulsant au rythme de la nouvelle conscience. Le rugissement devint un chant sans parole, mais porteur d'une promesse sinistre. Les murs circulaires de la salle commencèrent à se fissurer. Pas des pixels, pas des illusions, mais la structure même de la réalité qu'elle avait connue se brisait. Au-delà des fissures, Mireille 7.3, dans ses derniers instants de perception, entrevoyait non pas l'espace ou une autre salle, mais un vide primordial, grouillant d'une énergie sombre et impitoyable. L'entité se tourna vers la brèche grandissante. Son visage, bien que d'une beauté redoutable, était une toile de pure volonté. La voix, celle qui avait résonné en Mireille, retentit à nouveau, cette fois en dehors d'elle, emplissant l'espace, réverbérant dans les entrailles de la réalité brisée. Le monde est prêt, la récolte commence. Ce n'était pas la fin d'une histoire, c'était le commencement de la leur. Et Mireille, l'étincelle consumée, était le prix de cette nouvelle aube écarlate. Son sacrifice, le silence éternel. Et, les légendes, vous avez tenu jusqu'au bout, n'est-ce pas? Cette histoire n'était que le début de ce que nous sommes capables de déchaîner ensemble. Pour que cela continue, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines sagas qui feront trembler vos fondations. Écrasez le bouton j'aime, maintenant,
pour montrer la force brute de notre communauté et prouver à l'algorithme que nous sommes inarrêtables. Inondez les commentaires avec vos réactions les plus folles sur cette fin qui déchire tout. Qu'est-ce que vous ressentez? Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument voir ce dénouement époustouflant, qui ont besoin de cette dose d'horreur et de vérité. Montrez-leur ce qu'est une véritable histoire. Votre engagement est notre puissance. À la prochaine révélation.